Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de log management, la gestion des logs, ou même si on va jusqu'en français, la gestion des bûches, mais bon, c'est un peu bizarre. Et on va prendre ça sous un axe qui est un petit peu différent. On va regarder comment on développe un nouveau produit. Et avec nous aujourd'hui, il y a Raphaël Chauvel, Chief Product Officer, et Thomas Arnaud, directeur technologie. On a toujours un nom de département qui est un petit peu obscur sur ton périmètre, Thomas. L'objectif, c'est vraiment de vous partager comment on a choisi de travailler sur ce nouveau sujet de log management chez Centrion. On va de plus en plus vers l'observabilité. On a beaucoup parlé d'observabilité. Et depuis quelque temps, on travaille sur ce sujet. C'est un nouveau produit sur lequel on travaille. Et c'est un bon exemple, je trouve, pour vous montrer la façon de travailler sur un produit. Comment on part des besoins des utilisateurs, quelles réponses techniques on peut apporter, comment on peut créer de l'innovation pour répondre à ces besoins. C'est une bonne excuse, en fait, ce sujet du log management, pour regarder aussi nos façons de travailler et de manière générale dans l'industrie. Donc on va voir tout ça avec nos experts. N'oubliez pas, vous pouvez écouter ce podcast partout, dans les transports, dans le bain, dans les avions, où vous voulez. C'est disponible sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, et cetera, et cetera. Partagez, cet épisode, partagez tous les épisodes de notre podcast avec, tous vos amis, toutes les personnes que vous connaissez, même les personnes que vous ne connaissez pas. Si vous les croisez dans la rue, ça leur fera plaisir, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Et surtout, partagez vos commentaires avec nous, nous sommes toujours preneurs. Voilà, avec nos deux experts, vous allez voir, tout va être sous contrôle. Raphaël, Thomas, bonjour. Bonjour Vincent. Donc, log management, vaste sujet. On a déjà fait quelques épisodes sur le sujet. Observabilité aussi, on en a parlé dans ce podcast. Je disais aujourd'hui, on va regarder comment on part des besoins des utilisateurs. Donc, Raphaël, les besoins des utilisateurs, a priori, dans ton job, c'est quelque chose qu'on regarde. Log management, comment on a fait au début? Comment on a fait? En fait, on a la chance chez Centrion d'avoir, beaucoup de clients en fait, beaucoup de contacts, beaucoup d'interlocuteurs, à qui parler avec différents niveaux de maturité et donc, on a fait passer beaucoup d'interviews, courtes, qui après ont appelé à d'autres interviews peut-être plus en profondeur, mais pour déjà avoir un panorama finalement des besoins, qui sortaient, et surtout, on a des clients qui sont passés par, différentes phases dans leur projet, dans leur maturité IT, dans leur supervision, au cours des années et qui de plus en plus, nous parlent d'observabilité. Ils sentent qu'ils ont, des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui, qu'ils veulent aller plus loin que ce qu'ils ont fait, aujourd'hui et donc ils ont partagé à la fois leurs besoins, mais aussi leurs challenges, parce qu'on a vu des projets qui ont été lancés, qui n'ont pas forcément réussi et donc on a noté tout ça quelque part pour, générer ce qu'on appelle un arbre d'opportunités et puis, voir vers où s'orienter, quel type de solution apporter finalement à nos Et interlocuteurs. j'imagine que quand même la plupart des personnes qui ont été rencontrées ont confirmé le fait que c'est pertinent. Ils ont déjà pas un besoin spécifique sur tel aspect, mais un besoin général sur le log management qui fait que il y a besoin d'une solution qui réponde à tous ces défis. En fait, pour beaucoup d'entre eux, ils sentent ils souffrent au quotidien, en C'est ça. fait, de ne pas avoir, un système sur lequel ils pourraient aller, directement explorer leurs journaux et cetera. Leurs équipes, opérationnelles sont obligées de se connecter sur X, systèmes, faire des requêtes, des greps dans des fichiers, de log et cetera. C'est compliqué, coûteux, ça prend du temps et cetera. Donc le besoin, ils le perçoivent. Pour une partie de nos interlocuteurs, ils ont déjà mis en place, en fait, ce genre de système, mais avec plus ou moins de succès, et donc finalement, heu, ils sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés non seulement par des solutions technologiques, mais aussi par, des experts, en fait, pour Mmh. mettre en place le niveau suivant, finalement.
Mais effectivement, dans un épisode précédent, David avait expliqué un petit peu toutes ces choses, donc écoutez-le à l'occasion, si vous voulez plus, d'informations là-dessus. Donc quels besoins, quels défis, ont été exprimés, lors de ces entretiens? Alors le 1er point qui ressort tout le temps, enfin dans tous les entretiens qu'on a eus, c'est le coût. C'est-à-dire Ouais, que les l'argent, gens, c'est le nerf de la guerre, de toute ils façon, sont donc conscients que, bah oui, l'observabilité, c'est nécessaire, il faut qu'ils y aillent, mais ils savent que ça va leur coûter très cher, si c'est pas fait, de façon maîtrisée finalement, que ça a potentiel, pour, c'est même un élément qui les bloque, en fait, voilà, moi pas y aller si c'est trop cher. j'ai même entendu dans certains cas, que la mise en place de l'observabilité de certaines applications critiques, ça coûte aussi cher que le développement de l'application, elle-même, en fait. Donc, voilà, il y a un rapport de force quelque part à équilibrer et ça ressort tout le temps. Alors évidemment, une des premières choses, qui nous est évoquée, c'est, bah, oui, pour faire du log management, il faut beaucoup de stockage, donc ça veut dire investir dans de l'infrastructure aussi de stockage, mais il y a pas que ça, il y a effectivement les coûts de licence aussi, des solutions qui peuvent être très chères. Et puis ce dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui est finalement en interrogeant, en fait, en creusant, avec nos interlocuteurs, ressort aussi, c'est bah, faut le faire vivre ce système, faut fédérer des équipes autour de ce système, faut arriver à amener une certaine gouvernance, et puis, faut l'alimenter en fait, parce qu'il y a une hétérogénéité, que ce soit dans les infras, dans les applications et cetera, qu'il faut arriver à gérer, quoi. OK. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, le plus gros défi, j'imagine. Donc Thomas, là, quand on est face à un défi de ce type-là, qu'est-ce qu'on peut, avoir en tête pour apporter des solutions, pour que quand on crée une solution sur ce sujet? Alors du coup, ouais, un des premiers éléments sur la partie stockage, effectivement, c'est, aujourd'hui, il y a des technologies d'object storage qui, permettent d'optimiser, de gérer de Stockage objet en français. ouais, stockage objet, qui permettent, d'avoir une gestion assez fine, et un coût assez faible, voilà, donc des choses comme Amazon S3, avait inventé, courant des années 2000 et qui aujourd'hui s'est popularisé, chez tous les hébergeurs. Il y a des offres disponibles autour de ça. Et effectivement, les offres historiques de log management n'utilisent pas ça Non, effectivement. et donc ça fait Voilà. que leur coût de stockage est quand même sacrément élevé. C'est ça, voilà. Donc l'avantage de ce genre de solution, c'est que derrière, ça permet de gérer en fonction de l'ancienneté de la donnée, un archivage automatique, enfin, des données qui vont coûter beaucoup moins cher au bout d'un certain temps parce qu'on les interroge moins souvent, et cetera. Mmh. De manière totalement gérée automatiquement sans que, en tant que, constructeur d'un service ou bien, si on veut héberger une solution, si on a ça derrière en termes de stockage, on y gagne beaucoup en fait. On n'a pas besoin d'optimiser sur des disques qui coûtent, très cher, le stockage, quel que soit l'historique de la donnée, voilà, c'est géré pour nous, quoi. Sachant que quand on parle de log, on parle quand même d'une quantité de données Bien assez sûr. massive. Raphaël, est-ce que tu as juste un chiffre rapide, comme ça pour un client, on va dire, standard? Même un client standard, ça peut être, des gigas par jour, Ouais. mais il y a aussi tout l'aspect rétention, en fait, parce qu'on veut garder ces données pendant un certain temps, plus ou moins long. Ça peut être, dépendant de régulations aussi, où on est obligé d'archiver les données. Donc là, ça peut très rapidement monter sur des téras, des pétas sur certains, clients à qui on a parlé, hein. Voilà, et ça aussi, c'est l'autre enjeu, enfin l'autre gros avantage de ce genre d'architecture, c'est qu'en fait, généralement, elles sont, on va pas dire illimitées, mais presque, quoi. C'est on se préoccupe pas, on n'a pas forcément besoin de se préoccuper effectivement du service sous-jacent enfin qui est offert par cet object storage. Voilà, donc ça, c'est une des dimensions. Une autre, c'est, avoir une approche mutualisée, répondre à un ensemble d'utilisateurs, de clients, bah, ça permet de diviser les coûts finalement, d'exploitation notamment, les coûts humains et cetera, et d'être beaucoup plus optimal, voilà, et puis derrière, bah, chaque client aura moins à sa charge, pour disposer du même service. Donc ça, c'est vraiment quand on fait du SaaS, Voilà, l'intérêt. exactement. Donc Effectivement, ouais, un coût qui est souvent sous-estimé initialement par les équipes, surtout sur un sujet de log management qui est, complexe à mettre en œuvre. voilà, donc il y a cette dimension-là et puis après, bah, un autre élément fondamental, c'est, avoir une vue précise au jour le jour, sur l'évolution de ce coût en fait, et puis, éventuellement, des triggers sur lesquels on peut agir, des leviers sur lesquels on peut agir pour, abaisser ce coût, le contrôler, le maîtriser, et pas être sur heu enfin, subir une dérive, et que se rendre compte à la fin du mois, alors qu'on reçoit la facture que mince,
C'était 10 fois plus que ce que j'avais, budgété, sur le sujet, Ce une qui mauvaise ne surprise, quoi. oui, en général, c'est même plus qu'une mauvaise surprise, ça stoppe le projet, assez vite, Donc du quoi. coup, voilà, rendre observable, hein, c'est toujours, dans la veine de l'observabilité, hein. C'est pas juste de la supervision, l'observabilité, c'est beaucoup d'autres choses et rendre l'ICO observable, c'est quelque chose aussi de fondamental. On a des interlocuteurs avec qui on a parlé qui ont dû mettre un système de supervision de leur supervision quelque part Mmh. pour, arriver à maîtriser ses coûts, être alertés quand il y a, une surconsommation et puis ils ont des équipes derrière qui vont après tuner les configurations pour, arriver à garder les coûts acceptables. Ouais, donc ça, c'est tous les coûts cachés, en fait, Exactement. qu'on n'anticipe pas initialement et qui après, C'est ça. on doit investir dessus. OK. Donc ça, c'était le premier Ah ouais, c'est ça. besoin exprimé, premier défi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, hein? Le 2e défi, quelque part, il est autour de, l'adhésion, parce que finalement, on parle d'un puits de log centralisé, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion de souvent dans les entreprises, dans les administrations et cetera, il y a des silos, hein, qui se créent, que ce soit des silos, techniques, hein, réseau, applicatif, système et cetera. Ou ça peut être des silos en termes applicatifs aussi, et finalement arriver à fédérer, tout ce monde-là autour d'une technologie qui va être, adoptée, de façon centralisée et sans, risquer le single point of failure comme Mmh. diraient, les Anglais, hein, ça reste quelque chose qui ressort souvent en fait. Typiquement, on va, pour, aller faire la collecte de données, on va déployer des agents, sur, peut-être des milliers de composants. Comment s'assurer que, si dans 2, 3 ans, on décide de changer de crèmerie, on va, pouvoir, facilement en fait, remplacer la technologie qu'on avait choisie. Ça, c'est des vraies D'accord. interrogations qu'il y a aujourd'hui, quoi. Donc là, il y a quelque part, il y a 2 enjeux. Il y a un côté, adoption, faciliter l'adoption. Il y a un enjeu future proof en bon anglais, on va C'est dire. ça. Donc là, Thomas, comment on répond à ces besoins? Alors là, on a la chance aujourd'hui d'être, de il y a un standard qui a émergé, OpenTelemetry, on en a parlé, dans le podcast précédemment, qui, effectivement offre la possibilité, de répondre de manière unique sur la capture de l'information, sur son transport. Quelles que soient les solutions aujourd'hui, toutes les solutions d'observabilité, en fait, adoptent ce standard, l'intègrent, et ça va faciliter effectivement, l'indépendance finalement, à un des composants de l'architecture, et de dire, effectivement, si on a une contrainte, on a un service, qui multiplie par 2 ses coûts, d'une année à l'autre et cetera. On peut, relativement facilement, switcher si jamais on en a besoin, parce qu'on ça s'appuie sur ces fameux standards, quoi. Pour dire les choses autrement, en fait, on décorrèle un petit peu la collecte d'informations, Mmh. enfin l'envoi des informations, donc la technologie qui est de ce côté-là, de la réception de cette collecte. On peut avoir, quelque chose qui change en cours de route, Mmh. parce qu'il y a un standard au milieu pour la communication. Sachant que ce standard, en fait, c'est pas seulement des briques, logicielles, hein. Quelque part, c'est aussi ce qu'on appelle la sémantique, en fait, qui permet à tout le monde de parler le même langage. Là où, ceux qui sont arrivés tôt, j'allais dire, pour la mise en place d'un puits de log typiquement, ils ont dû eux-mêmes, en fait, définir ce standard en interne dans leur entreprise, machin et c'est une complexité supplémentaire et là, il y a un apport, qui est évident, c'est qu'il y a une sémantique qui est définie par l'industrie, en fait et quelque part, il suffit de s'y conformer, quoi. Effectivement, OpenTelemetry, Thomas, on en parle dans toutes les conférences où on va, donc tous les éditeurs, tous les logiciels, vont dans ce sens-là, donc. Oui, oui. C'est vraiment intéressant de voir effectivement comment ça a évolué d'ailleurs, parce que tous les éditeurs n'étaient pas forcément au départ, favorables à ça. Chacun, voilà, il y a une culture quand même du propriétaire, de moi j'ai fabriqué ma solution et puis, du coup mais en fait aujourd'hui, tout le monde adopte. Il y a vraiment plus d'exceptions. Être en dehors d'OpenTelemetry, ce serait à mon avis, faire une erreur, aujourd'hui et oui, ça offre quand même une situation un peu plus confortable que ce qu'on pouvait avoir, auparavant avec une dépendance forte, vis-à-vis de certains éditeurs. OK. Donc cette partie, s'appuyer sur, la spécification qui est devenue un standard OpenTelemetry, c'est un premier élément de réponse. Est-ce qu'il y a un autre élément de réponse au niveau, des agents en tant que tels ou?
Bah, alors là, du coup, là, effectivement, avec le standard, il y a donc effectivement des protocoles, des sémantiques, et il y a tout un tas d'outils, en fait, qui sont fournis. Donc il y a des agents, notamment, pour la collecte, de données. D'ailleurs, c'est les mêmes agents qui sont capables, qui sont mis à disposition par OpenTelemetry, de collecter de la log, aussi bien que de collecter de la métrique, en fait, de la trace, et Donc la du profil. rapidité de manière générale. Voilà et du coup, voilà, ce même composant, alors c'est un composant open source, OpenTelemetry Collector, qui, est enfin, capable effectivement de faire beaucoup de choses, mais après que en tant qu'open source, qui est adopté par les éditeurs pour ensuite souvent être customisé, adapté, en fonction des besoins du contexte particulier et cetera. Enrichi de certaines fonctionnalités, mais voilà, il y a une base, c'est celle-ci, qui aujourd'hui, pareil, est massivement adoptée, à partir de laquelle, les solutions modernes se construisent. D'accord. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi sur, quand on va déployer, des agents sur tous ces systèmes, l'orchestration de ces agents, de la configuration de ces agents? Donc la réponse est oui, évidemment. Quand on va déployer à l'échelle de milliers Donc d'agents. on va pas configurer tout à la main, quoi. Voilà, c'est ça, il va falloir orchestrer tout ça, donc c'est ce qu'on appelle des flottes, d'agents, en fait, donc là, aujourd'hui, alors il y a également, au sein d'OpenTelemetry, un protocole qui s'appelle, OPAMP, et des services associés à ça qui permettent de gérer, ces fameuses flottes. Alors c'est aujourd'hui, rudimentaire, hein, c'est en construction, Mmh. c'est quelque chose qui a été partagé initialement par Splunk et du coup, qui s'enrichit, petit à petit et qui, voilà, petit à petit devient un peu un standard, sur, la gestion des flottes d'agents, dans des grosses infrastructures. Mais ça, effectivement, on pense que ça fait vraiment partie des réponses dont on a besoin pour, répondre, aux utilisateurs et aux clients. Donc les coûts, cette, facilité d'adoption, on va dire, ce sont les 2 premiers besoins, Raphaël. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le troisième, qui revient systématiquement aussi, c'est la souveraineté parce que, en particulier quand on parle de données de log, en fait, il peut y avoir des données sensibles, qui transitent. Mmh. D'autant plus si on parle d'un projet de log global où on va centraliser, c'est difficile de garantir la qualité des données et qu'il voilà, il y a pas des données personnelles qui vont naviguer dans les logs ou des cartes bancaires ou des numéros de sécu ou Donc je là, sais il y a des enjeux réglementaires, il y a des assez enjeux rapidement. réglementaires, voilà donc évidemment, une des questions qui vient, toujours, c'est: «Bah, oui, moi c'est sûr, ce serait plus simple si j'utilisais un service cloud mutualisé comme on a dit tout à l'heure, ça me les gens comprennent que ça leur coûterait moins cher et cetera, mais quid, de cette souveraineté en fait, de mes données? Est-ce que j'ai la garantie que il va pas y avoir, une mauvaise utilisation, des informations qui sont dedans? Quand on parle souveraineté, c'est bon, bien sûr, il y a toute cette partie sur l'hébergement, la sécurisation des données et cetera, mais il y a aussi la souveraineté par rapport, aux coûts. Il y a beaucoup de solutions d'observabilité sur le marché qui sont américaines, hein, qui ont vu, leurs coûts, augmenter de façon vraiment significative. Donc comment, garder effectivement, un contrôle sur ça? Puis il y a, toute cette dépendance technologique aussi, comment, voilà, comment garantir la souveraineté de la solution qu'on choisit, au niveau techno, quoi. Est-ce qu'on a des réponses à tout ça, Thomas? Oui, ça a pas l'air simple quand tu as Non, c'est pas forcément simple, surtout qu'on a été, un peu biberonné, de l'Amazon Web Services, pendant longtemps ou, les autres opérateurs cloud. On s'est un peu habitué à ça et donc il faut effectivement essayer d'en sortir. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui émergent, en France notamment, mais pas que, sachant que la souveraineté, c'est aussi une histoire de localisation. oui, C'est-à-dire parce que qu'il est souverain pour nous, c'est pas souverain pour nos voisins. Exactement. Donc tout à fait. Donc il faut essayer de se rendre un peu indépendant de ces plateformes. Ça nécessite de développer des compétences et voilà, d'avoir une meilleure maîtrise, de l'ensemble de la stack. concrètement, là, ce que tu dis, c'est que, quand on utilise AWS, donc, Ouais. par exemple, il y a beaucoup de services managés Ça. qui nous facilitent la vie. Alors Très ça pratique. ça coûte de l'argent, mais c'est très pratique. C'est un vecteur d'accélération assez fort Oui, et dont on doit se priver parce qu'en fait, ça, c'est pas forcément disponible, voilà. chez d'autres, fournisseurs d'hébergement. On a sur catalogue quelques centaines de services managés qui offrent, tout un tas d'avantages, hein, qui permettent de démarrer et à des coûts en plus, souvent, en fonction de la consommation. Donc tant qu'on consomme pas grand chose, quand on démarre un business, typiquement, c'est vraiment extrêmement confortable.
Mais oui, c'est clair qu'on se crée une dépendance, à, des contraintes légales, à, des exigences effectivement des autorités de surveillance qu'il peut y avoir dans le médical, dans tout un tas de secteurs, dans le militaire et cetera. Et du coup, voilà, en France, typiquement, prendre un opérateur français, c'est, probablement une nécessité à partir du moment Mmh. où on veut, pouvoir assurer garantir cette souveraineté, quoi. On arrive quand même à trouver un certain nombre de prérequis de base, un peu partout? On arrive alors un peu partout, se déployer dans le monde entier et puis avoir dans chaque pays du monde, des solutions. C'est pas sûr qu'on trouvera des hébergeurs forcément Mmh. partout. Par contre, on malgré tout, dans une bonne partie, voilà, de couverture géographique, il y a des opérateurs locaux qui offrent des solutions. Heu, donc en France, il y a pas de trop de problème pour ça. On a des gros comme OVH, on a des gens comme Outscale, et il y a un certain nombre d'acteurs qui offrent, voilà. Et puis en plus, on a, Satus, SecNumCloud également, donc un label qui offre, quand on sait que quand on va travailler avec un de ces opérateurs-là, on aura une garantie effectivement de respect, de la réglementation, encore supérieure, et on aura une meilleure confiance, heu, pour les gens qui vont utiliser le service, en question, quoi, qui vont le mettre à disposition. Et généralement, donc ces outils, enfin pardon, ces fournisseurs, ils ont toujours des briques comme stockage objet, Oui, effectivement. du Kubernetes, managé, enfin toutes les choses qu'on considère presque comme basiques maintenant. Donc ils ont un certain nombre de services managés, mais pas l'entièreté de ce qui peut exister par ailleurs. C'est ça, on a un socle, donc on n'a pas les quelques centaines de services managés d'Amazon, Google ou, Microsoft ou autres. Mais on a quand même un socle assez solide, Tout à et fait, suffisant, qui permet de construire quelque chose d'assez indépendant quand même de l'architecture, quoi. À partir du moment où on utilise du Kubernetes, ça oblige à faire des containers, et du coup, ça, c'est quelque chose d'assez portable, hein. On n'a pas trop de difficultés avec ça. Et voilà, donc on trouve du stockage objet, on trouve effectivement du Kubernetes, managé, ce genre de choses. Voilà, ça nous laisse la possibilité de switcher assez facilement, que ce soit pour un autre opérateur parce qu'on a un problème avec, celui avec lequel on est à un moment donné, ou parce qu'il change ses prix ou je ne sais quoi, ou que ce soit pour aller à l'étranger, dans d'autres régions cet opérateur-là n'aurait pas pu respecter les réglementations locales. donc ça, c'est la souveraineté en termes d'hébergement. Raphaël disait aussi qu'il y a de la souveraineté sur la dépendance technologique. Oui. Alors effectivement, donc la technologie, il y a 2 parties, l'infrastructure, le logiciel, et puis aujourd'hui, on voit bien, hein, ces dernières années, il y a eu énormément de bruit autour d'éditeurs qui ont changé de stratégie, que ce soit des modèles de prix de vente, des prix multipliés tout d'un coup, par rapport à l'année précédente. Donc ça peut avoir des impacts, désastreux sur un business, hein. Donc éviter ce genre de circonstances. Ça peut être aussi parfois des évolutions sur, par exemple, dans le monde de l'open source, on a des éditeurs qui ont changé de stratégie en cours de route. Ça aussi, parfois, ça peut créer des frictions, des difficultés, surtout quand on est soi-même un éditeur open source, ça peut créer, des soucis. Donc avoir une indépendance là-dessus, c'est aussi quelque chose de crucial. Donc se reposer sur des solutions open source, par exemple, c'est déjà, une possibilité, en ayant bien conscience des risques qu'on encourt. Ça veut dire à un moment, ou à un autre, peut-être être prêt à s'emparer de cette solution-là et puis de la gérer soi-même, si jamais on se rend compte qu'on voilà, ça fait partie du socle et on estime que c'est une bonne solution, voilà, mais ça nécessite d'investir pour décider de se l'approprier, quoi. Alors quand je dis approprier, ça ne veut pas dire que ce n'est plus open source, quoi, c'est juste peut-être ça nécessite un effort. Capable de le maintenir, Mais par si contre, on est besoin. capable effectivement de le maintenir et puis de garder une autonomie par rapport à l'éditeur d'origine. Alors ça, des exemples, il y en a des tas. Sachant que l'objectif, c'est pas de faire un fork de maintenir soi-même, mais c'est au cas où, s'il y a besoin. Prêt à continuer l'activité, voilà, s'il y a plus de pages sécu qui sortent parce qu'il faut payer 10 fois plus, sa licence ou ce genre de choses, on est capable de continuer. Et puis il y a dans les choix même, des types d'API, utilisés aussi, il y a des tu parlais de S3 tout à l'heure. Mmh. En fait, S3, en fait, ça ouvre, un certain nombre d'endpoints, d'API qui aujourd'hui sont repris, C'est un par standard d'autres pour fournisseurs. C'est devenu, par de c'est fait. devenu un standard de facto, en fait, et donc s'appuyer là-dessus, voilà, c'est un gage aussi de pouvoir, reconstruire, le cas échéant, en fait, la solution tout en gardant ces API. OK. Hem, on va s'arrêter sur la souveraineté faute de temps parce qu'il faut qu'on essaie un tout petit peu. Si oui, oui, c'est un très, très long sujet.
Donc on a eu ces 3 sujets du coût, la facilité d'adoption, la souveraineté. Ça, je pense que ce sont des besoins qui sont très clairs et mis, de manière très, très précis. Est-ce qu'après, il y a des choses un peu plus diffuses ou est-ce qu'on sent qu'on peut apporter de la valeur autrement, Raphaël, d'après les entretiens que tu as pu avoir? Alors, ce qui ressort aussi systématiquement, c'est, comment l'IA, en fait, va m'aider à gérer ces volumes massifs, de données. Moi, je peux pas avoir des équipes, d'opérateurs qui vont parcourir des milliers de logs, le matin en arrivant au bureau pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit, quoi. Ou, je dois maintenir, des patterns, de structuration de logs pour mes applis, internes. Je vais pas avoir, un équivalent temps plein qui, passe sa journée à faire du regex, quoi. Donc en quoi l'IA, en fait, peut, sur des cas vraiment concrets, en fait, m'aider au quotidien, bah, justement à gérer, ces gros volumes, quoi. Ça marche l'IA, Thomas? Oui, ça marche. Alors, pour le coup, là, on n'est plus trop sur des choses, disponibles sur le marché, il faut les fabriquer, et oui, oui, effectivement, bah, typiquement, nous, on a développé des choses qui répondent à ce genre de besoin. Donc des capacités d'ingestion, enfin d'analyse d'un énorme volume, par exemple, pour essayer de sortir une aiguille dans une meule de foin. J'ai eu un incident, mais j'ai du mal à m'y retrouver dans Mmh. 5 millions de logs. Je demande un résumé, puis automatiquement, ça va me permettre d'extraire les quelques éléments critiques, qui me permettent de tout de suite me raconter, l'histoire et puis de savoir, quelle est la route cause ou bien m'orienter en tout cas pour, arriver à résoudre le problème. Puis effectivement, c'est les configurations, donc ça, c'est un énorme point de peine depuis le début, hein, des outils d'analyse de log, disposer connaître, parce que souvent les logs sont assez mal structurés. David en avait parlé dans le podcast précédent. Les développeurs sont pas forcément sensibles à qui va consommer la log, à la fin, donc cette structuration, elle est fondamentale, donc ces regex, c'est crucial. Mais là aussi, effectivement, on peut aujourd'hui, avec des outils comme des LLM, par exemple, inférer, en fait, automatiquement, les patterns, en fonction de simplement la reconnaissance, de la similitude qu'il peut y avoir entre de multiples logs et puis, à partir de là, effectivement, fabriquer automatiquement ces fameuses, expressions régulières. Peut-être pour traduire tout ce que tu viens de dire en langage un peu plus compréhensible pour les gens non techniques, heu, un log, c'est du texte avec, une date, une criticité, un détail. C'est jamais dans le même format, c'est pas dans le même ordre. La date, elle peut être dans plein de formats différents. Là, on peut, ce que tu dis, avec l'IA, avoir un outil qui arrive à analyser ça et standardiser quelque part, Mmh. dans le bon format qu'après on peut, utiliser dans le doc management. Ouais. OpenTelemetry, c'est un protocole qui, derrière nécessite une structuration. C'est la log, effectivement, c'est juste du texte, pas quelque chose de structuré. Donc il y avait bien cette transition à faire Mmh. entre le texte, brut et puis un truc intelligent, ou intelligible qu'on peut manipuler, comparer et cetera. Et voilà, c'est là le point de difficulté et là, les LLM, effectivement, par exemple, peuvent aider à inférer automatiquement par, comparaison, similitude, segmentation et cetera. Là, on profite de tous les avantages qui peut exister dans la data science pour répondre à ça. Donc là, on parle vraiment d'utiliser ces technologies-là, pas pour un usage comme on voit avec ChatGPT, mais vraiment un besoin métier très précis Oui. et ça, c'est assez intéressant. À noter que sur l'IA, il y a aussi cette notion de souveraineté. Tout à Ça fait. existe, hein, bien sûr. Donc, les acteurs américains, chinois, français, côté open source ou pas des modèles, enfin bon, ça, encore une fois, on se retrouve avec, plein de possibilités, plein de choses à prendre en compte. Sachant que, bon, ce sont des API qui sont relativement proches les unes des autres, j'imagine, entre les différents fournisseurs. Oui. Mais les performances des différents modèles sont pas les mêmes. Et donc on passe pas forcément, Oui. de l'un à l'autre, Ouais, là-dessus, hein. dans les difficultés, effectivement, il va y avoir, alors l'intégration, effectivement, elle est assez standard. On retrouve des API assez, homogènes, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, pour pouvoir dialoguer avec n'importe quel LLM, très simplement, on va switcher de l'un à l'autre. Les points de difficulté, ça va être l'efficacité des modèles, ils ne seront pas forcément tous, Mmh. équivalents et les prompts. Parfois, il va falloir faire du tuning, sur, la façon dont on interagit avec le LLM pour qu'il nous réponde de la bonne manière. Si on parle à ChatGPT, à Claude, à Mistral, potentiellement, on peut avoir parfois 3 bonnes réponses, de très bonne qualité, mais, il faut s'y prendre différemment pour obtenir cette bonne Faut réponse. l'encadrer un petit peu Voilà, voilà. différemment pour le guider.
OK, bon, on a fait le tour, je pense, au niveau des besoins. Enfin, on pourrait creuser beaucoup plus longtemps, j'imagine? Ouais, ouais, on a des heures et des heures d'entretien, avec il y a plein de détails, qu'on pourrait donner, mais effectivement, on a fait le tour des grandes tendances, hein, j'allais dire. Heu, Ce qui est sûr, c'est que l'observabilité, c'est pas nouveau, mais il y a une accélération. Heu, on pourrait se dire: «Oui, mais Centréon, vous venez de la supervision, vous avez laissé passer le train». Je crois que nous, en fait, on est en train de monter dans un train qui est en marche et justement, on tire profit de ces expériences passées, dont on a des challenges, dont on a parlé aujourd'hui pour directement, sauter, sur la bonne marche, quoi. Nous, on peut répondre aux défis qui sont exprimés, de manière différente, Voilà, des fois qui sont pas, simplement, pour lesquels il y a pas de réponse, dans les solutions existantes. ouais, ouais, tout à fait, Donc là, on peut vraiment créer de la valeur, sur un produit de ce type-là. exactement. Très bien. Bah, écoutez, Raphaël, Thomas, merci, c'était super intéressant. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous avez un petit peu compris aussi comment on peut fonctionner pour créer un produit en écoutant ce podcast avec nos experts. N'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez, commenter, laissez-nous quelques messages. Si vous souhaitez, aussi enrichir les réflexions, je pense que l'équipe produit, elle est toujours, Absolument. preneur de ce genre d'échange, donc ça, faut pas hésiter. Donc voilà. Merci. Partagez encore une fois ce podcast, laissez-nous vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine fois.